m'est venu comme titre l'amour du possible. Je vais essayer d'improviser un peu quelque chose à partir de là, c'est-à-dire à partir du fait que cette catégorie du possible, j'en ai déjà parlé, c'est une des 4 modalités à partir de laquelle il est possible de considérer alors justement la possibilité qu'elle devienne quelque chose de nouveau. Ça suppose que on parte d'un certain nombre de références dont la première nous concerne tous, à savoir que nous le sachions nous ou non, de toute façon nous le savons, même si nous ne savons pas que nous le savons, hein, la référence de base, c'est que nous habitons le langage. Ça, c'est-à-dire qu'il y a, en dehors de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de l'univers spatio-temporel habituel, il y a un univers, je crois qu'il ne faut même pas parler d'univers, il y a un espace et un temps où l'espace est le temps. À entendre, comme je viens de le dire, c'est-à-dire aussi bien ET que surtout EST. L'espace et le temps. Qu'est-ce que cet espace-temps? Et ça nous amène directement à ce que l'on a évoqué, c'est-à-dire à l'existence de quelque chose que Lacan, en référence à la langue française, qui est la sienne, qui est la nôtre, appelle la dimension du jouir. À écrire J-O-U-I-R, mais aussi J'. C'est quelque chose qui s'entend. Et on pourrait presque dire que le développement, le progrès, ce qu'on appelle le progrès, et là je n'ai pas peur d'y aller fort, se fait, et notamment le progrès scientifique, se fait au détriment de cette dimension de la jouissance. Et que, pour un peu peut-être s'approcher, on n'aurait peut-être pas trop tort de regarder un peu comment ça fonctionne chez l'animal. Mais néanmoins, on ne peut pas regarder comment ça se fonctionne chez l'animal, puisque justement, nous avons un truc, un machin, qui s'appelle le savoir inconscient, une sorte de pédicule, qui vient de ce rapport au langage, et avec lequel il va être justement possible que quelque chose de nouveau advienne. Alors vous voyez que tout ce que je dis n'est pas logique au sens de pédagogique, puisque ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que finalement il y a une certaine dialectique avec le dia grec, c'est-à-dire quelque chose qui est à travers, quelque chose qui traverse, une certaine dialectique qui ne va pas de soi et qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et pourtant, tout être parlant peut y accéder. Néanmoins, tout être parlant ne peut pas y accéder à partir du tout. Voilà la logique, à partir du tout. Et on s'achemine progressivement en direction de ce que l'on a développé cette année,
et les nouveaux qui sont là ce soir, ça pose absolument aucun problème que vous n'ayez rien entendu de ce qui a été dit jusque-là, mais absolument aucun, puisque chaque fois, dès qu'on se met à parler, on crée quelque chose. Si on improvise. Alors si on a un texte, automatiquement, on va établir son texte par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois, etc. C'est pas ça qui est en jeu dans ce rapport à la jouissance. Voilà un peu on pourrait dire l'énigme que chacun d'entre nous recèle, à savoir qu'il est affublé, il a été amené à se recouvrir une sorte de manteau. Là quand on n'y va pas de main forte, il parle de comment il appelle ça, un truc qui nous gratte sur la peau, là, une espèce de vermine. Et la vermine, c'est ce que nous croyons être l'idéalisation. Et nous vivons dans un monde où nous considérons l'autre à partir de cette vermine, à écrire comme vous voulez, qui le recouvre, qui nous recouvre, et évidemment dont on tombe, parce qu'on peut tomber amoureux, par exemple. Vous voyez, dans quoi on est un peu comme ça, je dirais, spontanément pris, et on ne peut pas faire autrement. C'est pas quelque chose qui est voulu, c'est comme ça, et c'est pour ça qu'un jour, effectivement, on peut, à la suite d'une rencontre de quelqu'un comme ça, on va par exemple trouver dans l'annuaire, le psychiatre, on peut être amené à se mettre avec lui, à partir en voyage, en direction d'on ne sait où, mais dans une direction, qui n'est pas celle du directeur. Justement, ça c'est assez troublant, parce qu'évidemment on ne veut pas de directeur, mais on veut quand même un directeur qui nous donne des conseils. Surtout dans cette période de coaching, de tous ces trucs là qui fleurissent partout, les maîtres, etc. Ce qu'il faudrait répondre aux maîtres, c'est qu'il n'y a pas de maître sans esclave, ça c'était très bien connu du temps de l'Antiquité, notamment à Rome, c'était très bien organisé cette affaire-là, et que l'esclave peut se passer du maître, mais le maître ne peut pas se passer de l'esclave, puisque évidemment, quand il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de maître. Il peut y avoir des esclaves sans maître. Et dans quoi on est un peu pris, enfin ça c'est Hegel qui a beaucoup développé cette dimension-là. Alors je vais revenir à nouveau à cette question du possible. Alors, ça suppose effectivement qu'on ne se mette pas dans la phénoménologie, qu'on ne reste pas au sentiment, qu'on n'en reste pas à la conscience, qu'on n'en reste pas à ce que l'on sait. Ça suppose donc, cette dimension du possible, que, en fait, on ne cesse pas de la nécessité ne cesse pas de, comme ça que Lacan appelle ceci, la nécessité, ça ne cesse pas de s'écrire, de se dire, quelque chose de l'ordre de la nécessité, qui vient recouvrir, en quelque sorte, une impossibilité. Tu dis possible, dis impossible. L'impossibilité, c'est assez difficile d'en parler, c'est celle qui fait que du fait du discours du tout homme dont je parlais tout à l'heure, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire le discours que, par exemple, je suis en train de faire pour le moment. Il n'y a pas le bon et le mauvais en permanence. Ce dont je parle, c'est ce qui nous concerne tous. On pourrait dire, la meilleure chose, c'est d'être déchiré entre des positions dialectiques différentes. Vous voyez que l'harmonie, là, ça ne va plus. On n'est pas dans la question de l'harmonie. On est dans la question de comment on fait avec cette faille, cette fente, justement, ce qui ne peut pas entrer en rapport, ce que Lacan appelle l'impossibilité du rapport sexuel, et là, on ne sait pas le sexuel au sens de la télévision, on est au sens de la psychologie, c'est pas tout à fait ça. C'est le fait que il y a, alors, entre le tout homme, c'est pas uniquement les hommes, ça peut être aussi la femme, ce qui a fait dire à Lacan, la femme n'existe pas, c'est-à-dire la femme est, mais elle n'existe pas.
Il faut arriver à toucher à ce lieu d'existence. Et à ce moment-là, il a nommé ça une femme. Existe, mais la femme n'existe pas. C'est pas du tout un discours au sens sur la féminité, sur la femme. C'est pas du tout ça qui est en jeu. C'est une façon de parler du fait qu'il y a en nous quelque chose. C'est cette dimension du féminin, qu'on soit sous la bannière homme ou sous la bannière femme, que ce quelque chose est lié au discours, c'est-à-dire à ces quatre éléments qui sont, je reviens, la nécessité, ce qui ne cesse pas de s'écrire, de se dire, la dimension du dit d'une certaine façon. C'est un peu raccourci, mais ça nous dit quelque chose, parce que justement, habituellement, on est toujours fixé par le dit. On n'arrive pas comme ça de soi, à supposer que tous les dits n'ont qu'une valeur, en quelque sorte, c'est d'avoir comme conséquence un dire. Le dit et le dire, comme le dit la langue française, ne sont pas du même ordre. C'est-à-dire que le dire, ce qu'on appelle aussi l'énonciation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir en tant que tel, c'est pas quelque chose qu'on peut interpréter, c'est pour ça qu'on ne donne jamais d'interprétations qui ont du sens. Le dit, c'est la dimension du sens, ce que Lacan appelle l'escroquerie, parce que c'est vraiment une escroquerie, puisqu'on va empêcher celui à qui on le dit d'accéder à la dimension du dire. Donc, ce qui ne cesse pas de s'écrire, qui vient recouvrir l'impossibilité de quelque chose, cette faille. Et puis, il peut arriver, alors voilà la possibilité, ça c'est dans l'expérience de la parole, hein, c'est quand on parle, il peut arriver qu'à un moment, ce qui ne cesse pas de s'écrire, mais il faut vraiment en rajouter. C'est pour ça qu'on dit, mais allez-y, on recommence et on redit et on redit et on redit encore jusqu'à ce que ça rate. Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'est pas des rats. Tant qu'on est dans le ne cesse pas de s'écrire, on est pris comme un rat dans quelque chose qui se comprend, se prend et se comprend. L'objectif, c'est que ça rate. Et quand ça rate, eh bien, on va par exemple faire un néologisme. Voilà. Alors on n'y comprend plus rien, parce qu'à ce moment-là, évidemment, on transforme le néologisme en erreur, on s'explique, etc. Alors qu'il n'y a pas du tout à transformer. Le problème, c'est qu'est-ce qui s'entend à ce moment-là, puisqu'on est dans ce point précis du possible, qui est qu'il y a une équivalence entre le son et le sens. Mais ça ne dit pas ce que ça veut dire. Parce que Freud a découvert, en reprenant ça chez Litz, à savoir la dimension du mot d'esprit, en allemand le Witz. Et il a écrit un livre, Le mot d'esprit dans ses rapports avec l'inconscient, en 1905, après avoir écrit La science des rêves, qui est publié en 1900, La psychopathologie de la vie quotidienne. Tout ça, ce sont des ouvrages que Freud va élaborer, qui reste toujours d'actualité, où il essaie de dire un peu quelque chose de ce que lui, il a entendu, il a compris, même s'il pense que ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il a compris. Son dit c'est ça, mais son dire c'est pas ça. Ou du moins, il importe, quand on parle de ce que Freud a dit, de ne pas oublier le dire de Freud. Et ça, c'est très compliqué, parce que dès qu'on arrive au niveau du dire, oui, on n'a plus les références de compréhension. On n'a plus telle page, il a dit ça, etc. Puis alors telle page, enfin les cours, quoi. L'habituel des choses. Donc, le nécessaire, ce qui ne cesse pas de, qui vient recouvrir l'impossible, la possibilité du rapport sexuel. Bon, je laisse un peu ça de côté parce que c'est peut-être un peu, on en a parlé, mais je ne vais pas trop partir là-dessus parce que je voudrais aller un petit peu développer dans une autre direction. C'est ce qu'on appelle un rôle réel, au sens de Lacan. C'est pas le réel au sens habituel. Et soudainement, il peut arriver autre chose. C'est ce moment-là, s'appelle dans la langue française la contingence, c'est-à-dire le hasard. C'est comme l'amour, c'est par hasard. La rencontre, c'est par hasard.
Dès que c'est calculé, c'est fichu. Et toujours c'est calculé habituellement. Pourquoi? Parce que dans cette tombe dont je parlais tout à l'heure, évidemment, on trouve chez l'autre quelque chose de soi, ce qui s'appelle le narcissisme. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans cette quête de l'autre, soi-même, ce que l'on cherche surtout, c'est accéder à autre chose que cette chose-là. C'est ce qu'on appelle l'altérité, cette dimension du possible. Tout le travail de Freud sur le narcissisme, qui date des années 1914-1915, en fait, le dit, décrit ce qu'est le narcissisme, un peu comme je viens de vous le dire, rapidement, mais le dire de Freud, c'est-à-dire ce qu'il ne dit pas, est en fait une quête de ce qui est. Après, il va appeler ça l'au-delà du principe de plaisir. Ce qui est au-delà de cette fusion, confusion entre moi et l'autre. C'est tout le travail qu'il va faire autour du moi et autour du ça, autour du surmoi, un peu plus tard. Alors, en parlant comme ça, effectivement, le narcissisme, on voit bien que c'est la question du 2. À écrire en chiffre 2, à écrire D'(EX), comme on voudra, mais c'est quelque chose qui vient d'eux. Vous voyez que tout ce qu'il en est de ce dans quoi on est pris, déterminisme psychique, correspond à cette dimension du 2, cette dimension du 2 que Lacan écrit S2, un savoir particulier, qu'il articule avec ce qu'il nomme S1, c'est-à-dire quelque chose d'autre, ce qui est complètement, je dirais, mais ce qui est présent dans le dire de Freud, ce que Lacan va trouver dans le dire de Freud, ça ne va pas de soi, c'est le fait que quand il s'agit de la logique, quand il s'agit de l'inconscient, ça ne commence pas au 1, ça ne commence pas au 2, ça commence par 3. On commence à compter 3 avant de compter 2 et de compter 1. Alors voilà la grande énigme et la grande découverte, c'est que 3 n'est pas 2 plus 1, c'est que 3 n'est pas le troisième, c'est que 3, c'est lié au fait qu'il y a déjà du 3. On pourrait dire, dans le langage, voilà, c'est ça le don du langage, ce que l'on a du mal à avaler, on a du mal à l'avaler, parce qu'évidemment, ça ne s'avale pas comme ça nous reste en travers de la gorge, cette affaire-là, parce qu'on préfère le 2. Ben, évidemment, on connaît le 2 très tôt. Hein. On a élaboré l'autre en fonction de l'image de nous-mêmes. L'autre, c'est notre image. Il n'y a pas besoin, c'est à la jeunesse. Hein. On est tous des petits dieux, hein. C'est-à-dire qu'on crée l'autre à son image. C'est ça le dire de la Genèse. C'est pas de répéter que Dieu a créé l'homme à son image. Non, nous-mêmes, effectivement, nous sommes dans la position où nous avons d'emblée à constituer le fait que l'autre, c'est notre image. Qui va devenir le narcissisme, ce qui va définir toute la dimension d'identification, après, sauf que dans les identifications, et la Freud, dans les années 20, quand il décrit l'identification, ne se trompe pas, il distingue 3 types d'identification. Le 3 revient, et pour montrer que l'identification importante, c'est celle qu'il appelle l'identification au père, c'est quelque chose d'assez insaisissable, et que ça nous amène du côté de cette dimension du 3. Alors l'amour, vous voyez que l'amour dans ces conditions-là, bien sûr, si on se dit que l'amour doit aller dans cette direction dans cette direction-là, c'est-à-dire que si on prend en compte ce quelque chose qui ne cesse de nous faire signe, signe au sens thing, au sens anglais, c'est-à-dire de la chose. Si on prend en compte ça, vous voyez que, du coup, ça n'empêchera pas le 2, mais ça va introduire dans la dimension du 2, c'est-à-dire dans notre rapport à l'autre,
quelque chose justement de radicalement autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas être pris en permanence par cette position qu'on connaît tous. Il est là, il m'a dit ça, il a voulu dire ça, et puis c'est parti, et puis ça continue, et puis s'il a dit ça, c'est que. C'est-à-dire que cette position particulière que Lacan va appeler l'imaginaire, l'image, l'imaginaire, bon, ça c'est le début, hein. Il appelle aussi le faux second. L'imaginaire, c'est le faux second. Hein. Et puis le symbolique, puisque vous savez qu'il a pris lui 3 catégories, réel, symbolique, imaginaire, mais que ce qui compte, c'est pas qu'il y en ait 3, c'est qu'elle fasse 3. C'est-à-dire que les 3, en quelque sorte, l'importance, c'est qu'elle fasse 3. Et le 3 en question, il est insaisissable. Ça fait penser à la Trinité, d'une certaine façon. La Trinité, c'est pas tout à fait ça. C'est que 3 fasse 1. Mais il y a de ça. C'est peut-être pour ça que le christianisme dure depuis plus de 2000 ans. Il y a quelque chose de vrai du côté de la structure psychique. Faut pas aller trop loin, mais oui, là, c'est pas du tout dans le fait d'expliquer quoi que ce soit de la doctrine chrétienne par des données psychanalytiques. Ça n'a aucun intérêt. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas du tout de ça dont on parle. Hein. C'est pas de faire une application en disant, par exemple, que le complexe d'Édipe, c'est le 3. Puis alors, ça veut strictement rien dire du tout. Hein, c'est pas ça du tout, la dimension du mythe édipien. L'important, c'est que ce soit un mythe et non pas un complexe, premièrement. Un mythe, c'est ce qui va donner une floraison de sens, et non pas un seul sens. Et puis ce qui est au cœur du mythe édipien, c'est la question du père. C'est la façon dont le père est introduit par la mère dans son propre discours. Discours, pas dans son dit. Il ne suffit pas de dire je vais à son moutard ou à sa moutarde qui est là, je vais te dire ça parce que ton papa. Non, c'est pas ça dont on parle. Hein. Ça n'empêche pas de le dire après, pourquoi pas. Et c'est ce qui va sortir des tripes. C'est la voix. Alors on en arrive à ça, évidemment. Quelque chose qui est pour moi important, c'est comment tout ce que je suis en train de dire, cet espace-là, cet espace du 3, cet espace particulier, cette substance jouissante, qu'est-ce qui fait qu'il est possible, voilà, il est possible qu'elle advienne. Qu'est-ce qui fait qu'on est tous des artistes sans le savoir, d'une certaine façon? C'est la même question, sans le savoir, au sens où cette dimension du possible, alors bien sûr, il y en a qui vont peut-être avoir plus d'aptitude que d'autres. Hein, aptitude pour la peinture, aptitude pour la musique, aptitude pour... Enfin, de toute façon, il y a en nous quelque chose qui fait que il est possible que ce qui ne cessait de s'écrire, alors vous allez voir, le renversement, c'est la pure logique, hein, il n'y a rien à comprendre. Ce qui ne cessait de s'écrire cesse de ne pas s'écrire. La négation, elle bascule. Il n'y a rien à comprendre. C'est des mathématiques, c'est des lettres. Mais on change le monde. Cesse de ne pas s'écrire. Si vous dites cesse de ne pas s'écrire, c'est pas pareil que si vous dites cesse de ne pas s'écrire. Tout est dans la ponctuation. Tout est là. Comment ça va sortir? Comment ça va sortir? Et alors, si ça cesse de ne pas s'écrire, on arrive à cette catégorie du possible, selon laquelle, encore une autre énigme, ça cesse de s'écrire. Il faut passer par le cesse de ne pas s'écrire pour que ça cesse de s'écrire et donc que ça puisse recommencer. Une nouvelle fois sur autre chose. Et qu'on a fait un tour, d'une certaine façon, c'est ce qui est appelé avoir lieu dans le transfert, on a fait un tour, et il y a un autre tour qui peut se remettre. On n'est plus, si on prend une comparaison géométrique, on n'est plus avec le tour en question, on va dire le rayon, hein, par rapport à un centre, si on veut, hein, le rayon n'est plus le même. Quelque chose fait qu'on s'approche un peu plus de justement de cette impossibilité, de cette faille, de cette division, de ce réel. C'est ça là, c'est ça qui est visé. Alors, pour
en parler, vous voyez que c'est assez compliqué parce que ça suppose effectivement que même si on est dans cette dimension de l'image, puisque le séminaire s'appelle l'image de la vie de l'image, ça suppose que cette image à laquelle on tient, il n'y a pas spécialement à dire qu'elle n'a pas de valeur, hein, pour moi un peu, elle nous fascine. Qu'est-ce que serait une image dans cet espace dont je parle? Dans cet espace insaisissable. Parce que bien sûr, il y a une image. Le problème, c'est que ce n'est pas une image qui est en quelque sorte une copie visuelle de quelque chose. Et qu'est-ce qu'est le corps dans cette dimension-là? Alors je crois que pour en parler, on va revenir à des classiques, évidemment, que vous connaissez peut-être. On va revenir à Antigone. Mais on ne va pas sauter comme ça sur les formules. Hein, dit Lacan, Antigone, ben oui, effectivement, vous connaissez ça, Antigone, c'est celle qui s'autorise d'elle-même. Donc le psychanalyste s'autorise de lui-même comme Antigone s'autorise de lui-même. Ça va loin, hein. C'est-à-dire qu'on est des perroquets, hein. On récite les formules. Qu'est-ce qui fait qu'il est possible de dire, par exemple, qu'Antigone nous met dans cette direction du 3. Autrement dit, ça veut dire que ça existe depuis le début, depuis toujours. Antigone, je crois que ça a été écrit par Sophocle. Vous avez 411 avant Jésus-Christ, c'est de cet ordre-là. Donc vous rajoutez 2008, puisqu'on est là, oui, au moins, et on trouve ça, ce que je vais vous dire, on le trouve dans le texte de Sophocle. Ça ne veut pas dire que Sophocle savait qu'il le disait. Il ne savait pas qu'il le disait. Mais ça y est pour le lecteur, pour l'auditeur. C'est comme à l'opéra, à côté de vous, quelqu'un, il va pas entendre ce que vous entendez. C'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir s'il y a un auditeur qui entend quelque chose dans ce que le chanteur essaie, lui, de transmettre. Au-delà de ce qu'il pense, évidemment. Au-delà du fait qu'il est là pour diriger, comme ça, cette musique qui lui échappe, etc. De ça. C'est ça la question. Puis en dernier recours, c'est bien sûr l'auditeur, comme toujours, qui va sanctionner le fait que ce qui lui a été adressé, eh ben c'est une création ou pas. C'est pas celui qui chante qui peut savoir. C'est pas celui qui écrit qui sait. C'est le lecteur, évidemment. C'est peut-être un peu s'entendre sur ce qu'on appelle un lecteur. Alors je reviens au texte d'Antigone, bon, pas spécialement pour en faire un développement. J'en ai parlé à Paris il y a 15 jours, ou il y a 10 jours, là. Il y a vraiment un moment, pour situer les choses rapidement, vous savez qu'Antigone Antigone ne veut pas lâcher un truc. Elle ne veut pas lâcher. Alors ça a été pris à droite par des gens qui ont pensé que le désir c'était de ne pas lâcher. C'est pas du tout évident. C'est pas si simple. C'est pas quand même d'être obstiné. Bon, il suffit pas de dire ça. Ce qu'elle ne veut pas lâcher, c'est le fait que son frère, Polynice, il a peut-être toutes sortes de raisons pour ça, le corps de son frère, voilà la dimension du corps, le corps de son frère ne peut pas laisser comme ça, dévoré par les chiens. Il faut l'enterrer. Voilà, en gros, il faut l'enterrer. Ouais. Et puis évidemment, le président du moment, qui décide, qui édicte les choses, a décidé, lui, que c'est pas. Que vu le passé, vu ce qu'a fait Polynice, c'est pas possible qu'on l'enterre. Et il y a comme ça un développement qui a lieu et qui se développe, donc comme ça, au niveau du dit, il y a des arguments, etc., tout ça. Et bien sûr, le pouvoir étant en général ce qui l'emporte, mais ça ne fait rien changer à Antigone. Elle est condamnée à être enterrée vivante. Elle va être emmurée. Alors, quand on lit Sophocle, effectivement, il y a toutes sortes de... Il vaut mieux connaître un peu le grec, parce qu'il y a quand même des... Vous savez que toutes les traductions sont des réductions dans des trahisons de quelque chose. Hein. C'est compliqué. C'est pour ça que c'est important la langue dans laquelle quelque chose est écrit. Hein. C'est très... surtout la langue maternelle, c'est-à-dire que c'est la langue de celui qui lit ou qui entend. C'est quelque chose de... Pourquoi? Parce que dans la langue, il y a cette équivalence du son et du sens. C'est difficile. Hein.
Si vous mettez à chanter, par exemple, des opéras italiens, vous vous rendez compte de la difficulté qu'on a, français, nous, un petit peu prendre la mesure de ce que c'est que cette corde particulière qu'il faut étirer au niveau des voyelles. Parce que c'est ça l'italien, c'est essentiellement ça. Enfin, c'est ce que l'opéra nous apprend. Eh bien, ce qui a lieu, je laisse de côté toutes les bagarres, etc., le fait que le fils de Créon va se suicider, enfin, c'est quelque chose, c'est fantastique, vous irez voir ça. J'en arrive à l'instant, on pourrait dire quasiment ultime, tout est réglé, elle doit être emmurée, elle s'avance vers le tombeau, tout ça, à ce moment-là. Et alors que tout est fait, tout est décidé, déterminé, hein, elle se retourne et elle dit quelque chose. Alors là, est-ce que ce qui est important, c'est ce qu'elle dit, ou est-ce que, on pourrait en quelque sorte, le fait de se retourner, s'adresser, on va dire, au bon auditeur à venir, comme dans un rêve, le bon auditeur à venir, est-ce que c'est pas plutôt ça qui est important? On est déchiré entre le sens, ce qu'elle dit, c'est pas n'importe quoi, si je peux dire ce qu'elle dit, et puis, bien sûr, au-delà de ce qu'elle dit, et ça, évidemment, on ne sait pas comment ça se jouait là. On ne sait pas comment ça pouvait se jouer à Athènes, cette affaire-là. Enfin, pourquoi? Parce que on n'a pas de souvenir, on n'a pas d'enregistrement, on ne sait pas, mais on peut quand même un peu l'imaginer dans ce moment particulier, qui évidemment est, on pourrait dire, le moment de tension extrême, où quelque chose vole en éclats. Hein, c'est pareil, si vous prenez le Boléro de Ravel, par exemple, vous allez vous rendre compte que toutes les mesures, évidemment, c'est un crescendo, d'accord, mais c'est pas fait du tout pour vous ensorceler. Après tout, vous pouvez y aller, on peut être ensorcelé, on a le droit. Mais il n'y a qu'un moment important dans le Boléro de Ravel, c'est la modulation tonale. C'est le passage au mi, du do au mi, ça paraît simple. Et puis deux mesures avant la fin, le fait qu'il y a un clash, tout vole en éclats. C'est un peu ça la vie. C'est un peu ça, il y a une espèce de tension. Vous parlez de l'amour tout à l'heure, au sens de tomber amoureux, c'est un peu ça. Hein. Si on regarde un peu, c'est un peu une fugue mise à plat, avec des thèmes qui se répètent, c'est ça le Boléro de Ravel. Alors, il y a de plus en plus d'instruments, jusqu'à ce qu'il y ait tutti, tutti l'italien. Totalité. Tous les instruments sont là, et quelque chose vole en éclats. Eh bien, on pourrait dire que le moment dont je parle, c'est quelque chose du même ordre. La seule chose, c'est que ça est apparemment pas du tout dans cette tension qui s'entend. Néanmoins, c'est quelque chose du même ordre. Et donc elle se retourne, là c'est écrit comme ça, elle se retourne et elle dit une chose qui est importante sur le plan du dit, parce qu'il y a un mot qui est important, parce que Lacan a bien relevé dans le séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, de 59, elle dit, après tout, je vais peut-être vous surprendre en disant ça, il y a une chose qui est impossible. Il y a une chose qui est impossible. C'est pour ça que je peux pas lâcher le morceau. Alors, ce qui est impossible, c'est que j'ai un frère. Je pourrais avoir un frère si mes parents étaient encore vivants, ils sont morts. Je peux avec un homme faire un enfant. Ça, c'est possible. Mais il y a une chose qui est complètement impossible, c'est que j'ai, le terme en grec, c'est aut adelphos. C'est assez compliqué parce que, au niveau de la sémantique, parce que adelphos c'est le frère, la sœur, il y a autos, qui est la propre sœur, on va dire, qui renvoie au soi-même. Quand vous regardez, si vous avez les dictionnaires grecs, il y a le petit bailli puis le grand bailli. Si vous cherchez dans le petit bailli, vous n'allez pas trouver le mot qui. Vous allez trouver dans le grand. C'est quand même étrange. Hein. Le mot qui façonne tout ça, c'est Delphus. Delphus, ça veut dire la matrice. Eh bien, ça veut dire que ceux qui viennent de la même matrice, évidemment, il ne faut pas entendre ça au sens de la phénoménologie, ni au sens de la science, ceux qui viennent du même langage.
On pourrait dire que finalement, ce qu'elle essaie de dire à ce moment-là, c'est qu'il est impossible de lâcher quelque chose quand ça vient du langage. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle dit ça? Qu'est-ce qui la soutient, Antigone? Alors, on va dire, c'est le désir. Hop, alors. C'est pas évident. Qu'est-ce qui la soutient? Alors, il y a une hypothèse, mais ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le fait que cette dimension du corps, bien sûr, qui est le corps tel qu'il est dans la réalité, on va dire, anatomique, c'est pas ce corps-là qui est en jeu. Il suffit de savoir, il suffit de voir ce qu'elle dit à ce moment-là, à travers ce mot. Je ne dirais pas signifiant, parce que ça va un peu trop vite peut-être. Je pense que c'est insignifiant. C'est insignifiant d'Antigone. À condition qu'on prenne la définition du signifiant comme le dit Lacan, c'est-à-dire que ça représente le sujet pour un autre signifiant, et non pas quelque chose qui fait signe, sauf si on prend thing, anglais, la chose d'insaisissable. Eh bien, on peut penser que la brillance qui apparaît, parce que c'est précisé comme ça, iméros énarchès en grec, le désir insaisissable. Iméros le désir, énarchès insaisissable, chose qui s'ouvre, chose qui se lit sur son regard. Je crois que le terme grec c'est même au niveau de ses paupières. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui apparaît. C'est cité par Sophocle comme tel. Eh bien, cet éclat particulier qui fascine et qui peut nous éblouir, c'est-à-dire qu'on ne voit plus rien. C'est ça le problème. Mais si on n'est pas ébloui, on ne peut pas non plus avancer. Il faut bien que ça cesse de ne pas s'écrire. Pour que ça cesse de ne pas s'écrire, il faut qu'avant, ça ne cesse pas de s'écrire. Donc, il faut être ébloui d'une certaine façon. Vous voyez la logique. La logique, c'est qu'on arrive à quelque chose à partir du moment où on part de notre aliénation radicale, sinon on ne peut pas arriver à quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui vous transfuse, c'est une espèce de truc qui est son propre problème, qui vous donne une interprétation. Donc c'est pas ça l'important. Eh bien, on pourrait dire que cet éclat brillant qu'est Antigone, qui la met dans ce champ de l'existence, dans ce champ d'une femme, pas de la femme, d'une femme, du un particulier. Du un particulier qui est lié à la préexistence du 3, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure. Eh bien, c'est sans doute, enfin c'est l'hypothèse que je fais, c'est sans doute lié au fait que pour elle, c'est ça qui est dans ce mot-là, dans signifiant, pour elle, le corps de son frère, c'est pas le corps anatomique. C'est quelque chose d'insaisissable, d'indisible. Quelque chose qui renvoie au fait que, je cite Lacan, le corps, ça se jouit. C'est pas ça jouit. Ça se jouit. Ça conduit à la dimension de la puissance. C'est-à-dire on peut penser que si elle est si forte, c'est pas parce qu'elle est entêtée, c'est pas parce qu'elle refuse de reculer, refuse ce que lui propose Créon, c'est parce qu'elle est habitée par cette substance jouissante. C'est-à-dire que pour des raisons énigmatiques, elle a fait cette rencontre par hasard, qui est celle de l'amour du possible, par le biais, on est loin de l'inceste et toutes les idioties habituelles, elle a fait cette rencontre-là au niveau de ce corps qui se trouve être celui qu'elle partage, qui est le sien, même matrice, auto-delphus, auto-adelphos, la même matrice. Évidemment, le même en question, là, c'est pas du tout la similitude. C'est le fait d'être, en quelque sorte, dans un ordre de savoir, articulé à un ordre de savoir, qui fait que le 2 dont je parlais, D'(X), S2, point d'interrogation, S2, grand S, petit 2, on écrit comme on veut. C'est ça l'écriture. L'écriture, c'est qu'on ne sait pas du tout quel est le sens. C'est ça qu'il y a sur un tableau, habituellement. C'est pas la figuration. Eh bien, ce qui est important, donc, dans ce moment particulier, on pourrait dire que toute la pièce, enfin moi c'est comme ça que je l'entends, après tout, on peut l'entendre autrement, hein. Je l'entends, pas je la vois, je l'entends, c'est qu'à ce moment-là, vient résonner, sonner, ça nous sonne
à travers notamment au toit Delphos, ce Delphus, cette matrice, mais c'est pas à prendre du tout au sens anatomique, au sens du sens, le fait que il y a pour Antigone en tant que telle, à ce moment-là, la rencontre de quelque chose qu'elle entendrait, avec le conditionnel, qu'elle pourrait entendre dans la rencontre qu'est à ce moment-là Polynice. Alors oui, Créon qui est dans le discours de la loi, du savoir, de tout ce qui se décrète, de tout ce qui se comprend, de tout ce qui est le bonheur pour l'autre. Puisque là, le grand problème de Créon, ce en quoi c'est un hyper-névrosé, finalement, il n'est pas méchant, Créon, il ne faut pas croire, il y en a plein. Hein. Il veut le bonheur d'Antigone, Créon. Il sait quel est le bonheur d'Antigone. C'est pour ça que c'est problématique. Et que la seule façon que trouve Antigone, c'est de le laisser là où il est, et en même temps de s'adresser alors ailleurs, à la dimension de cet autre espace, de cet autre temps qu'on peut trouver. On peut trouver ça dans ce moment particulier qui vraisemblablement est le moment de contingence. Alors, je vais vous dire, c'est tellement le moment de contingence que le sage de Weimar, vous savez Goethe, c'est le sage de Weimar, hein, quand il a lu ce truc-là, ça lui est resté complètement au travers de la gorge. Il est allé, c'est pas rien, Goethe, hein, il est allé jusqu'à penser que ce petit morceau-là, tout est là. Hein. Je prends l'exemple du boléro de Ravel parce que ça prend peu de place. Eh bien, ce petit morceau-là, ce peu de choses, ça avait été rajouté après. Le sage de Weimar, quand on sait la valeur de cet homme, ce qu'il a écrit, Werther, etc., Faust, etc., enfin, il était baigné par l'âme humaine, la création, il n'a pas pu être l'auditeur de ce moment particulier. Ça veut bien dire qu'effectivement, ce qui est en jeu là, vous voyez, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée de quelque chose qui serait notamment le savoir habituel. C'est plutôt du côté de la musique que ça s'entend. Quelque chose de cet ordre. Alors, bon, au mois de novembre, on doit aller faire un colloque à l'UNESCO, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas bien ce que c'est, mais de toute façon, ce qui me semble important, parce que on va s'adresser à des diplomates, c'est pas facile de faire passer quelque chose. Ben, peut-être bien que ce que moi j'essaierai de faire passer, c'est que c'est ça. Alors voilà comme on est foutu. On est mal foutu, pourquoi? Entre autres. Parce qu'on est d'emblée regardé. Avant, alors maintenant la science elle y va là, parce qu'elle vous fout des trucs dans l'utérus de la mère pour aller voir, etc. On est d'emblée retardé. Vous voyez, je suis un beau lapsus. On est d'emblée retardé, c'est-à-dire regardé. Il y en a peut-être qui ne veulent pas sortir à cause de ça. C'est pas possible. Alors on va les chercher, on fait toutes sortes de... Donc on est d'emblée regardé. Et toute la question c'est d'arriver à advenir. Je ne sais pas comment il faut dire. Bon. Passer de ce participe passé au participe présent. Regardant. Alors, pour faire ce passage, eh bien, il faut un moment comme celui dont je vous ai parlé. Il faut entendre quelque chose. Il faut entendre ça. C'est pas en faisant des enregistrements de ce qui se passe dans l'utérus de la mère qu'on va empêcher qu'il y ait des autistes. Ça, c'était la grande lubie il y a quelques années, je ne sais pas si ça marche toujours. Des crédits ont été dispensés. C'était bien, hein? On allait trouver. Bon, je ne crois pas que ça a marché. Ça n'empêche pas d'en faire. Bien sûr. Mais ce dont on parle, c'est quelque chose qui ne s'entend pas, qui ne s'enregistre pas sur des appareils. Quand je parle d'Antigone, ça montre bien que c'est quelque chose qui s'entend, qui se jouit, au point que là je vais rendre un nouvel hommage à Lacan, quand il traite le cogito par cartésien, je pense donc je suis,
dis, c'est pas de dire je pense, donc je suis. Ça c'est trop facile, c'est un jeu de mots. C'est je pense, donc se jouit. Alors là, voilà le néologisme. Qu'est-ce qu'on va foutre de ça? Cette équivalence du son et du sens. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour ce soir.